Maman a criaché à table, tu es juste amère parce que ta sœur a réussi. J'ai répondu, alors demandez-lui de vous rendre les 61 000 € que je vous ai donnés. Même mon père en a laissé tomber sa fourchette. Ma mère m'a craché au visage que j'étais une ratée, juste là, au milieu du dîner de famille. Elle a dit que j'étais amère parce que ma sœur, Chloé, avait réussi. Elle ne savait pas que j'avais un secret lourd et coûteux. Alors, j'ai sorti le relevé de compte de 61 000 €, le montant exact que je leur avais versé pour payer leurs factures, et je l'ai posé sur la table. J'ai dit, alors, demandez à votre fille qui a si bien réussi de vous rembourser cet argent. Le silence qui a suivi était assourdissant, si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Même mon père, d'habitude si stoïque, en a laissé tomber sa fourchette sur son assiette en porcelaine. Avant de vous raconter tous les détails de cette soirée qui a fait exploser ma vie pour mieux la reconstruire, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. C'est une petite tradition que j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région ou de quel pays vous me regardez en ce moment, et quelle heure il est chez vous. Ça me fascine de voir comment nos histoires peuvent nous connecter, peu importe la distance. Maintenant, revenons à cette table, à ce moment précis où tout a basculé. C'était un mercredi soir ordinaire, ou du moins, il avait commencé comme tel. Après une journée de 10 heures passées à coder, les yeux rivés sur des lignes de chiffres et de symboles, je me suis précipité hors de mon bureau à Lyon. J'ai sauté dans ma vieille Clio, traversant les embouteillages dans un état de fatigue et de résignation. Le dîner était pour Chloé, bien sûr. C'est toujours pour Chloé. Cette fois, c'était pour célébrer sa promotion au poste de directrice marketing junior. Un titre ronflant qui faisait briller les yeux de mes parents. En arrivant, l'odeur familière du rôti de veau du dimanche, même un mercredi, m'a accueilli. Une odeur de normalité, de façade. J'ai à peine eu le temps de passer à la salle de bain pour échanger mon chemisier de travail, légèrement froissé et sentant le café, contre un autre, plus présentable, que j'avais jeté sur le siège passager. Pas de temps pour le maquillage, pas de temps pour me recoiffer. Juste assez de temps pour jouer mon rôle. Nous étions tous là, assis autour de la grande table en acajou que mon père avait héritée de sa propre mère. Une table pour les grandes occasions, pour les annonces, pour les drames. Chloé, ma sœur cadette de 4 ans, était resplendissante. Sa robe rouge épousait ses formes, ses cheveux blonds tombaient en cascade parfaite sur ses épaules. Elle était le soleil, et j'étais l'ombre qui la faisait briller. À côté d'elle, ma mère, portant le fameux collier de perles. Celui que je lui avais offert pour ses 50 ans. Un cadeau qui m'avait coûté une petite fortune. En le recevant, elle avait souri poliment et dit « Oh, c'est gentil, Amélie, mais c'est un peu classique. Pas vraiment mon style. » Et pourtant, depuis ce jour, elle le portait à chaque événement qui mettait Chloé à l'honneur. C'était sa façon de me rappeler ma place. Le dîner se déroulait, ponctué par les rires de Chloé et les louanges de mes parents. Mon père racontait une anecdote sur son intelligence précoce, ma mère sur son sens inné de la mode. Je mangeais en silence, me sentant de plus en plus invisible. C'est alors que le passé m'est revenu en pleine figure, avec la violence d'une vague. Mon 18e anniversaire. J'avais eu d'excellentes notes au bac, j'étais acceptée dans une grande école d'ingénieurs. Pour me récompenser, mes parents avaient organisé une petite fête. Le cadeau de Chloé, qui n'avait que 14 ans, était arrivé en premier, un scooter flambant neuf, avec un énorme ruban rose. Pour lui faciliter les déplacements pour ses cours de théâtre, avait dit ma mère. Mon cadeau est venu après. Un paquet rectangulaire. À l'intérieur, une collection de livres de programmation avancée. Concentre-toi sur tes études, Amélie, avait dit mon père, la main sur mon épaule. C'est ton meilleur atout dans la vie. J'avais souri, comme toujours. J'avais remercié, comme toujours. J'avais enfoui la blessure, comme toujours. Et elle est en passe de devenir vice-présidente avant ses 30 ans. La voix triomphante de ma mère m'a sorti de ma rêverie. Elle a levé son verre de vin. À Chloé, notre fierté. Les verres se sont entrechoqués. Le mien est resté sur la table. Puis, le regard de ma mère s'est tourné vers moi. Froid. Jugeur. Amélie, elle, a choisi un chemin plus stable.
L'ambition, ce n'est pas pour tout le monde. Il n'y a rien de mal à être une bonne travailleuse, après tout. La goutte d'eau. La dernière insulte. Le dernier clou dans le cercueil de ma patience. Pendant 2 ans, j'avais payé en secret leurs dettes. J'avais vidé mon compte épargne pour sauver cette maison, ce décor de leur vie parfaite. Et en retour, j'avais droit au mépris. Une voix dans ma tête, celle de la petite fille qui voulait juste être aimée, me disait « Ne fais pas de vagues, Amélie. C'est ta famille. » Mais une autre voix, une voix nouvelle, rauque de colère et de chagrin, a hurlé « Jusqu'à quand ?» C'est là que j'ai cessé de trembler. Un calme glacial m'a envahi. J'ai posé mon verre, me suis levée, et j'ai marché vers mon sac à main posé sur la commode. Leurs conversations se sont tues. Tous les regards étaient sur moi. J'ai sorti le document que je portais sur moi comme un talisman depuis 3 jours. Le relevé de prêt immobilier. Je suis revenue à table et je l'ai laissé tomber. Puisque nous parlons de stabilité, ai-je dit, ma voix claire et sans faille, parlons de celle que je vous offre depuis 24 mois. En quittant la maison ce soir-là, sous le regard médusé de ma famille, je ne savais pas que ce n'était que le début de la guerre. La vérité que j'allais découvrir était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer, et allait me forcer à me battre pour ma propre survie. La semaine qui a suivi ce dîner fut l'une des plus étranges de ma vie. Un silence total. Pas un appel. Pas un message. Comme si j'avais cessé d'exister. Une partie de moi, la plus lâche, était soulagée. L'autre, la plus lucide, savait que ce n'était que le calme avant la tempête. Chloé m'avait bien envoyé quelques textos. « Ça va ? Maman est furieuse. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui avais répondu par des banalités, incapable de formuler l'ampleur de la trahison. Comment expliquer à la princesse que le château était construit sur mes sacrifices ? J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, de trouver un semblant de normalité dans les lignes de code et les réunions de projet. Mais mon esprit était ailleurs. J'étais sur le qui-vive, attendant le prochain coup. Il n'a pas tardé à arriver. Le jeudi après-midi, mon téléphone a vibré. Le nom de « maman » s'est affiché. J'ai hésité, le cœur battant. J'ai décroché. Sa voix était douce, presque sirupeuse. L'incident du dîner n'avait apparemment jamais eu lieu. « Amélie, ma chérie, comment vas-tu ? Dis-moi, j'aurais besoin de ton aide précieuse. Je suis complètement submergée par les papiers pour la déclaration d'impôt. C'est un vrai casse-tête. Et toi, tu as un esprit si logique, tu es si doué avec les chiffres. » La flatterie était si évidente, si grossière, que j'en ai presque ri. Elle me demandait de venir jouer la comptable de service, une façon de me remettre à ma place, de me rappeler mon utilité. C'était une reconnaissance de mes compétences, mais uniquement lorsqu'elles servaient leurs intérêts. Contre toute attente, j'ai accepté. Pourquoi ? Peut-être par une vieille habitude masochiste. Ou peut-être, inconsciemment, parce que je sentais que je devais y retourner. Que toutes les réponses n'avaient pas encore été trouvées. Le bureau de ma mère était à l'image de son esprit, un chaos organisé. Des piles de factures, de relevés bancaires et de courriers publicitaires recouvraient le bureau en acajou. Une odeur de vieux papier et de parfum entêtant flottait dans l'air. Elle m'a installé dans son grand fauteuil en cuir, m'a servi un café et m'a laissé seule avec son désordre financier. « Tu me sauves la vie, ma chérie », a-t-elle lancé avant de fermer la porte. Je me suis mise au travail. J'ai créé des piles, factures d'électricité, assurance, impôts fonciers. C'était un travail mécanique qui me permettait de ne pas penser. C'est alors que mes yeux sont tombés dessus. Au milieu d'une pile de prospectus, un dossier cartonné jaune. Un dossier propre, presque neuf. Dessus, écrit au feutre noir, le nom de ma sœur, Chloé. Mon cœur s'est emballé. Une curiosité malsaine, un pressentiment terrible m'a envahi. Je savais que je ne devais pas. C'était une violation de sa vie privée. Mais la petite voix qui m'avait poussée à agir au dîner était de retour, plus insistante. Elle me disait que la vérité était là, à portée de main. Mes doigts ont tremblé en saisissant le dossier. Je l'ai ouvert. Le premier document m'a volé mon souffle. C'était le récapitulatif annuel d'un prêt étudiant. Le prêt de Chloé.
Je savais qu'elle en avait un, mes parents s'en étaient plaints pendant des années. Mais en bas de la page, en gras, il y avait la mention « Solde final PY accent aigu le 12 juin ». Montant, 19 400 €. Agrafé à la page, il y avait la confirmation du virement bancaire. Mes yeux ont parcouru la ligne « Compte émetteur ». Et j'ai vu mon nom. Mon numéro de compte. Un voile noir est passé devant mes yeux. Je me suis agrippée au bureau pour ne pas tomber. Ils avaient utilisé mes informations bancaires, celles que je leur avais données en toute confiance pour l'hypothèque, pour rembourser intégralement le prêt de ma sœur. Sans me le dire. Sans me le demander. Prise d'une frénésie paniquée, j'ai fouillé le reste du dossier. Chaque papier était un nouveau coup de poignard. Le contrat de financement pour sa Peugeot 208 neuve. Des mensualités de 300 €. Sur la dernière année, un total de 3 600 €. Tous prélevés sur mon compte. Puis, les relevés de sa carte de crédit American Express. Des pages et des pages. Des noms que je ne connaissais que de réputation, des restaurants étoilés, des boutiques de créateurs rue du Faubourg Saint-Honoré, un week-end dans un spa de luxe à Deauville. Total, 9 200 €. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la calculatrice. 28 800 cents, hypothèque, plus 19 4 cents, prêt étudiant, plus 3 6 cents, voiture, plus 9 2 cents, carte de crédit. Le chiffre s'est affiché sur l'écran, cruel et irréfutable. 61 000 €. Ce n'était pas une aide. C'était un détournement de fonds. Un pillage. Ils m'avaient systématiquement appauvri pour financer un conte de fées pour leur fille préférée. J'ai entendu des pas dans le couloir. La porte s'est ouverte. Ma mère. Son sourire s'est figé quand elle a vu le dossier jaune ouvert devant moi, les papiers étalés comme les pièces d'un crime. Son visage n'a pas exprimé de remords. Juste une contrariété glaciale. La contrariété d'avoir été prise la main dans le sac. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je articulé, ma voix n'étant plus qu'un filet d'air. Mon père est apparu derrière elle, attiré par le silence soudain. Il a vu la scène et a compris. C'est ma mère qui a parlé. Et ces mots, prononcés sans une once de culpabilité, resteront gravés en moi à jamais. Il faut bien comprendre, Amélie, a-t-elle dit, le ton professoral. Dans cette famille, on investit dans le succès visible. Chloé est notre vitrine. Elle rencontre des gens importants, elle doit avoir une certaine image. Toi, tu es les fondations. Et les fondations, ma chérie, doivent être solides et silencieuses. Les fondations doivent être solides et silencieuses. Cette phrase a tourné en boucle dans ma tête pendant tout le trajet du retour. Je conduisais en mode automatique, les larmes brouillant les lumières de la ville. Je n'étais pas une fille pour eux. J'étais une infrastructure. Un pilier en béton armé, froid et fonctionnel, dont le seul but était de soutenir la façade dorée de leur vie. La douleur était si intense qu'elle en devenait physique, une boule serrée dans ma gorge qui m'empêchait de respirer. Le lendemain, au bureau, j'étais un fantôme. J'ai fixé mon écran pendant des heures, incapable d'écrire une seule ligne de code. À la pause déjeuner, je me suis effondrée devant Diane. Je lui ai tout raconté, la voix brisée, en lui montrant les photos des documents que j'avais prises avec mon téléphone. Elle a écouté, le visage de plus en plus sombre. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa main sur la mienne. Amélie, a-t-elle dit, sa voix dure mais pleine d'inquiétude. Ce n'est plus une question de favoritisme ou d'injustice. C'est illégal. C'est un abus de confiance, un abus financier. Tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas les laisser continuer. Le mot « abus ». Il avait une résonance terrible et juste. J'avais été abusée par les deux personnes qui auraient dû me protéger plus que quiconque au monde. Je savais qu'elle avait raison, mais que faire? Les affronter? Porteur plainte? L'idée même me donnait la nausée. C'était ma famille. Malgré tout, c'était ma famille. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour comprendre qu'ils n'avaient aucune intention de s'arrêter. La découverte de la vérité n'avait fait que les rendre plus agressifs. Ils ont changé de stratégie. Fini la dissimulation, place à la pression sociale. L'offensive a commencé par des appels téléphoniques.
D'abord, ma tante Monique, la sœur de ma mère. Amélie, ma chérie, j'ai eu ta mère au téléphone, elle a l'air si triste. Il y a des tensions, n'est-ce pas? Tu sais, pour les fiançailles de Chloé, on pensait organiser une grande fête de famille à la campagne. Il va falloir que tout le monde mette la main à la poche, tu comprends? Surtout ceux qui ont une bonne situation. Le message était clair. Puis ce fut mon oncle Pierre, le frère de mon père. Même discours, à peine voilé. C'était une campagne coordonnée, orchestrée par mes parents pour m'isoler et me faire passer pour l'égoïste qui refusait de participer. Mais le coup le plus bas, le plus vicieux, celui qui a transformé ma tristesse en une rage froide et déterminée, est venu d'une source inattendue. Un après-midi, quelques jours plus tard, j'ai reçu une convocation par email de ma chef de service, Madame Dubois. Entretien dans mon bureau à 16 heures. Mon estomac s'est noué. C'était très inhabituel. J'ai passé l'heure suivante à passer en revue tous mes projets, cherchant l'erreur que j'aurais pu commettre. À 16 heures précises, j'ai frappé à sa porte. Elle m'a fait entrer. C'était une femme d'une 50aine d'années, toujours impeccablement habillée, juste et respectée de tous. Son visage, d'habitude ouvert, était fermé. « Amélie, asseyez-vous », a-t-elle commencé, joignant ses mains sur son bureau. « J'ai une question un peu délicate à vous poser. Tout va bien en ce moment? Personnellement, je veux dire. J'ai été décontenancée. Oui, tout va bien, madame. Pourquoi? Elle a soupiré. J'ai reçu un appel ce matin. Un appel assez déconcertant. C'était votre mère. Mon sang s'est retiré de mon visage. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Elle m'a expliqué qu'elle était terriblement inquiète pour vous, a continué Madame Dubois, en pesant chaque mot. Que vous étiez surmené, au bord du burn-out. Elle a dit que vous ne dormiez plus, que vous perdiez pied. Elle a fortement suggéré que, pour votre propre bien, je devrais vous retirer du projet Alpha. Le projet Alpha. C'était le projet le plus important de l'année. Un projet sur lequel je travaillais d'arrache-pied depuis des mois, et qui devait me valoir une promotion. C'était une tentative d'assassinat professionnel. Elle avait essayé de me détruire, de saboter ma carrière, mon indépendance, tout ce que j'avais construit par moi-même. Elle voulait me briser pour me rendre à nouveau dépendante, à sa merci. C'était d'une cruauté inimaginable. Voyant mon visage blême, Madame Dubois a eu un regard compatissant. Écoutez, Amélie. J'ai plus de 20 ans d'expérience en management. Je connais un appel de manipulation toxique quand j'en entends un. Je lui ai poliment expliqué que vos performances étaient irréprochables et que la gestion de mes équipes ne la regardait en rien. Mais je tenais à ce que vous soyez au courant. Ne laissez personne, même votre famille, détruire ce que vous avez bâti. Je l'ai remercié, la gorge si serrée que les mots sortaient à peine. Son soutien a été un phare dans la nuit. Mais en retournant à mon bureau, la gratitude a laissé place à une colère glaciale. À ce moment-là, que feriez-vous à ma place? Laisser passer cet acte de guerre ou préparer une riposte qui changerait les règles du jeu pour toujours? Dites-le moi dans les commentaires. Vos perspectives m'intéressent énormément. Moi, ma décision était prise. Ma mère n'essayait plus seulement de voler mon argent. Elle essayait de voler mon avenir. La guerre n'était plus froide. Elle était déclarée. La tentative de sabotage de ma mère a agi comme un détonateur. Toute l'hésitation, toute la peur qui me paralysait ont été balayées par une vague de détermination froide. Si elle était prête à détruire ma vie professionnelle pour maintenir son contrôle, alors je n'avais plus rien à perdre. Le respect filial, la peur du conflit, tout cela s'était évaporé, remplacé par un instinct de survie pur et dur. Ce week-end-là, alors que je commençais à échafauder un plan, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché avec méfiance. C'est l'oncle Franck. Sa voix grave et chaleureuse était une surprise bienvenue. Franck, le frère de ma mère, était un artiste un peu bohème qui vivait sur la Côte d'Azur. La famille le considérait comme un excentrique, mais il avait toujours été gentil avec moi. J'ai eu ta tante Monique au téléphone, a-t-il dit sans détour. Elle m'a raconté une histoire abracadabrante à propos d'une fête de fiançailles et de ta mauvaise volonté.
Ça ne te ressemble pas, dis-moi ce qui se passe vraiment, Amélie. Ta mère et ton père, ils t'ont toujours traité différemment. J'ai souvent eu l'impression qu'ils abusaient de ta nature bienveillante. C'était la première fois que quelqu'un de la famille reconnaissait ce que je vivais. C'était une validation si puissante que les larmes me sont montées aux yeux. Je lui ai tout raconté. Le dîner, les 61 000 euros, l'appel à ma chef. Il a écouté en silence, ne m'interrompant que par des grognements de désapprobation. Les salauds, a-t-il lâché quand j'ai eu fini. Sa colère était palpable. Écoute-moi bien, ma petite. Tu n'es pas seule. Ce qu'ils te font est immonde. Ne te laisse pas faire. Ne cède pas d'un pouce. Si tu as besoin d'un allié, d'un témoin, de n'importe quoi, tu m'appelles. Compris? Compris, oncle Franck. Merci. J'ai raccroché, le cœur un peu moins lourd. Avoir un allié dans leur propre camp changeait tout. Forte de ce soutien, je suis passée à l'action. J'ai passé tout le samedi à la banque, demandant des copies certifiées de chaque relevé de compte, de chaque confirmation de virement des 2 dernières années. La jeune femme au guichet me regardait avec des yeux ronds, mais a exécuté ma demande. Je suis rentrée avec une liasse de papier épaisse comme un dictionnaire. J'ai passé le reste du week-end à tout organiser, à surligner, à annoter. Je préparais mon dossier comme un avocat prépare un procès. C'est alors que la dernière tentative de manipulation, la plus sournoise de toutes, a eu lieu. Le dimanche soir, mon père a appelé. Sa voix était méconnaissable, faible, presque un murmure. Amélie, ma chérie. A-t-il commencé, avec une pause dramatique. C'est ton père. Je ne vais pas bien. J'ai attendu, le cœur de glace. Le médecin est venu tout à l'heure. Ma tension est très haute. Mon cœur, il est fatigué. Il dit que je dois éviter tout stress, toute contrariété. Il a tout sauté faiblement. Cette situation avec ta mère, avec toi, ça me ronge. Ça me tue à petit feu, Amélie. Je t'en supplie, au nom de l'amour que tu as pour ton père, ne nous fais pas ça. Faisons la paix. Oublions cette histoire d'argent. Ce n'est que de l'argent. La santé, la famille, c'est ce qui compte. Reviens à la maison. Reprenons les choses comme avant. S'il te plaît. Pour moi. Pour mon cœur. C'était une performance magistrale. Le père malade, suppliant sa fille de sacrifier sa dignité pour lui sauver la vie. Il jouait la carte ultime, le chantage à la santé, la culpabilité filiale. Il y a quelques semaines, j'aurais été anéantie. J'aurais cédé, en pleurant, en m'excusant. Mais l'Amélie qui tenait le téléphone ce soir-là n'était plus la même. Elle avait vu les relevés de compte. Elle avait entendu le mot « abus ». Elle avait un oncle qui la soutenait et une chef qui la respectait. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant tout mon calme. « Papa », ai-je dit, ma voix posée mais sans chaleur. Je suis désolée que tu ne te sentes pas bien. Si ton cœur est fragile, tu devrais appeler un cardiologue, pas ta comptable personnelle. Mes virements bancaires ne peuvent malheureusement pas guérir une maladie cardiaque. Un silence de plomb a accueilli ma réponse. Je l'avais désarmé. Il a bredouillé quelque chose sur mon ingratitude et a raccroché brutalement. J'ai regardé mon téléphone, sans tristesse. Juste avec la certitude froide d'avoir fait ce qu'il fallait. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être vécu des manipulations familiales aussi intenses. C'est un poison qui détruit lentement. Restez avec moi pour voir comment j'ai transformé ce poison en antidote. Car ma contre-attaque n'allait pas être une simple dispute. Ça allait être une exécution publique. Ils avaient utilisé l'argent, la carrière, et maintenant la santé comme des armes. Mais ils avaient sous-estimé la mienne, la vérité, méticuleusement documentée et prête à exploser. La guerre était sur le point d'entrer dans sa phase finale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le lundi matin, comme prévu, l'appel est arrivé. La voix de ma mère était cassante, autoritaire. L'avis de retard pour l'hypothèque est arrivé ce matin.
C'est la deuxième fois. La banque menace d'entamer une procédure. Je suis au courant, ai-je répondu d'un ton neutre. Cesse de jouer, Amélie. Ce petit jeu a assez duré. Réunion de famille ce soir. 18 heures. Et cette fois, tu as intérêt à être là et à avoir une solution. Clic, elle avait raccroché. Je suis arrivé chez eux à 17h45. J'avais pris ma demi-journée pour me préparer, mentalement et physiquement. J'avais choisi une tenue sobre, professionnelle, un pantalon noir, un chemisier blanc. Une armure. Sous mon bras, je serrais mon arme, le grand classeur noir, désormais lourd de preuves irréfutables. La scène dans la salle à manger était exactement comme je l'avais imaginé. Mes parents, assis aux deux extrémités de la longue table en acajou, tel un roi et une reine sur leur trône, attendant de juger une paysanne insoumise. Leurs visages étaient durs, fermés. Chloé était assise sur le côté, l'air anxieux. Elle balançait nerveusement sa jambe sous la table et ne quittait pas l'écran de son téléphone, comme pour se réfugier dans un autre monde. « Tu es en avance », a constaté ma mère, un reproche à peine voilé dans la voix. Je voulais être certaine que nous aurions tout le temps nécessaire pour discuter, ai-je répondu poliment. J'ai posé le classeur au centre de la table. Le « floc » sourd du plastique sur le bois a fait sursauter Chloé. Tous les regards se sont tournés vers l'objet. « Et qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé mon père d'un ton menaçant. « C'est la solution que vous m'avez demandé d'apporter », ai-je dit en ouvrant le classeur. J'avais préparé cette réunion comme une présentation professionnelle. J'ai sorti la première page, un résumé que j'avais imprimé en grand format. J'ai pensé qu'il serait utile de faire le point. Ceci est un récapitulatif de mes contributions au budget familial sur les 24 derniers mois. Ma voix était calme, presque détachée. C'était la clé. Ne montrer aucune émotion. Juste les faits. Commençons par le poste le plus simple, l'hypothèque de la maison. 24 virements mensuels de 1 200 €. Nous avons donc ici un total de 28 800 €. J'ai fait glisser la feuille vers le centre de la table. Ma mère a plissé les yeux pour lire, comme si elle ne me croyait pas. C'est absurde, tu exagères. Les confirmations de virement sont dans l'onglet numéro 1, si vous souhaitez vérifier, ai-je rétorqué sans la regarder. J'ai sorti la deuxième feuille. Passons au poste suivant, que nous appellerons soutien à l'éducation. Il s'agit du remboursement intégral du prêt étudiant de Chloé, effectué en un seul virement depuis mon compte le 12 juin dernier. Montant, 19 400 €. Chloé a laissé échapper un petit hoquet. Elle a levé les yeux de son téléphone, le visage décomposé. Quoi ? Mais... Maman, tu m'avais dit que c'était un héritage de grand-mère ? Ma mère a fusillé Chloé du regard pour la faire taire. Nous y viendrons plus tard, Chloé. J'ai continué, imperturbable. Troisième poste, mobilité et transport. Concerne le financement partiel du véhicule de Chloé. 12 mensualités de 300 €, soit un total de 3 600 €. C'est une voiture de fonction, a protesté mon père. Vraiment ? L'organisme de crédit est au nom de Chloé, et les prélèvements sur mon compte. Les documents sont dans l'onglet 3. J'ai sorti la dernière liasse de papier. Et enfin, mon poste préféré, que j'ai intitulé « Frais de représentation et style de vie ». Il s'agit des soldes des cartes de crédit de Chloé que j'ai eu le plaisir de régler. Restaurant, vêtements, voyage, un charmant total de 9 200 €. Le téléphone de Chloé lui a glissé des mains et a atterri sur la table avec un bruit sec. Elle me fixait, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. « Mais, ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré. Elle s'est tournée vers ma mère. « Maman ? Dis-lui que ce n'est pas vrai. Tu m'avais dit qu'Amélie avait de l'argent de côté de son travail, qu'elle était heureuse de participer parce qu'elle n'avait pas de frais. » Heureuse, ai-je répété, un rire amer m'échappant malgré moi. « Chloé, je suis encore en train de rembourser mon propre prêt étudiant. Le mien. Celui pour lequel je n'ai reçu aucune aide. J'ai reporté un rendez-vous chez le dentiste pour une couronne parce que je ne pouvais pas me le permettre le mois dernier. Où vois-tu de l'argent de côté là-dedans ? C'est à ce moment précis que la sonnette a retenti.
Mes parents ont échangé un regard paniqué. J'ai pris la liberté d'inviter un auditeur externe, ai-je annoncé calmement. La porte d'entrée s'est ouverte et la voix de mon oncle Franck a résonné dans le couloir. Bonsoir tout le monde. J'espère que je ne dérange pas une petite discussion financière? Il est entré dans la salle à manger, un large sourire sur le visage, et s'est assis sur la chaise vide à côté de moi. Le visage de ma mère est passé de la fureur à une fureur impuissante. Elle avait perdu le contrôle. Elle n'était plus en position de force. Le silence dans la pièce était lourd, électrique. Chloé, en larmes, a attiré le classeur vers elle et a commencé à feuilleter l'épreuve, page après page. Le château de cartes de sa vie parfaite était en train de s'effondrer sous ses yeux. Et pour la première fois, elle voyait qui était vraiment l'architecte silencieux qui l'avait maintenu debout. L'arrivée de mon oncle Franck a complètement changé la dynamique de la pièce. Mes parents, qui s'apprêtaient à lancer une contre-offensive faite de culpabilisation et de déni, se sont retrouvés sur la défensive. La présence d'un témoin extérieur, qui plus est un membre de la famille, les a déstabilisés. « Franck, qu'est-ce que tu fais ici ? » « C'est une affaire de famille privée », a sifflé ma mère, le venin perçant dans sa voix. « Justement, Hélène, » a répondu mon oncle d'un ton calme mais ferme. « C'est parce que c'est une affaire de famille que je suis là. Et ce que je vois ne me plaît pas du tout. » Il a posé un regard lourd sur mon père, qui s'est affaissé sur sa chaise, évitant le contact visuel. Pendant ce temps, Chloé continuait de parcourir le classeur. Ses sanglots s'étaient calmés, remplacés par une sorte de stupeur horrifiée. Elle s'est arrêtée sur un relevé de carte de crédit, son doigt traçant une ligne, un achat de 800 € dans une boutique de luxe. Elle s'est souvenue de ce jour-là. Ma mère Y avait emmené pour lui acheter une tenue pour un mariage, en lui disant « Ne t'inquiète pas pour le prix, c'est un cadeau ». Elle a levé les yeux vers ma mère, une nouvelle lueur de compréhension et de dégoût dans son regard. La réunion s'est terminée dans le chaos. Mes parents ont tenté de minimiser, de parler de « malentendus », mais mon oncle et moi sommes restés inflexibles, nous en tenant aux faits, aux chiffres imprimés noir sur blanc. Finalement, face à notre front uni et au visage dévasté de Chloé, ils se sont tus. Je suis parti avec mon oncle, laissant derrière moi les ruines de leur royaume. 2 jours plus tard, ils ont tenté une dernière, pitoyable tentative pour reprendre le contrôle. Ils m'ont demandé de venir, seul. Je les ai trouvés dans la cuisine, l'air faussement contrit. Ils avaient préparé un café, des petits gâteaux. Une mise en scène de la réconciliation. Amélie, a commencé mon père, le ton mielleux qu'il utilisait pour les grandes manipulations. Nous avons beaucoup discuté, ta mère et moi. Nous reconnaissons que nous avons fait des erreurs. Nous avons peut-être manqué de communication. Nous n'avons pas assez valorisé tes efforts, a ajouté ma mère, en remuant son café, les yeux fixés sur sa tasse. Tu as été un pilier pour cette famille. J'ai attendu, sachant que le « mais » allait arriver. Nous avons une proposition, un compromis, a continué mon père. Pour repartir sur de bonnes bases. Si tu acceptes de reprendre les paiements de l'hypothèque, juste l'hypothèque, nous nous engageons à dire à toute la famille la vérité. Nous organiserons un dîner et nous te rendrons hommage publiquement pour ta générosité. Tout le monde saura ce que tu as fait pour nous. L'offre était si grotesque, si insultante, que j'ai failli éclater de rire. Ils essayaient d'acheter mon silence et ma soumission future avec la reconnaissance qu'ils m'avaient toujours refusée. Ils pensaient que c'était tout ce que je désirais. Au lieu de rire, j'ai souri. Un vrai sourire, calme et libéré. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac et je l'ai posé sur la table de la cuisine. Je l'ai allumé et l'ai tourné vers eux. Sur l'écran, une lettre d'embauche officielle, avec le logo d'une grande entreprise technologique. Je vous remercie pour votre offre, mais je vais devoir la décliner, ai-je dit poliment. J'ai accepté un nouveau poste. Architecte logiciel senior. À Marseille. Je commence le mois prochain. Le silence qui a suivi fut total. Le visage de ma mère a perdu toutes ses couleurs. Marseille, a-t-elle répété, comme si le mot était dans une langue étrangère. Mais, c'est à l'autre bout de la France. Tu ne peux pas faire ça. Oh, si, ai-je répondu. Le salaire est 30% plus élevé que mon poste actuel.
Et comme je n'aurai plus à financer une maison à Lyon et le train de vie d'une directrice marketing, mes calculs montrent que je pourrai économiser plus de 3 000 € par mois. Je pense acheter mon propre appartement avec vue sur la mer d'ici 3 ans. Les chiffres. C'était la seule langue qu'ils comprenaient vraiment. Ils étaient anéantis. Non pas par mon départ, mais par la perte de leur source de revenus. Le coup de grâce a eu lieu le samedi suivant. C'était la fête de fiançailles de Chloé. Contre toute attente, elle ne l'avait pas annulée. Mon oncle Franck l'avait aidé à tout réorganiser dans un lieu plus modeste, mais plus chaleureux. J'étais là, bien sûr. Quand est venu le moment des discours et des cadeaux, je me suis approchée de ma sœur. Je lui ai tendu une boîte plate, joliment emballée. Devant la trentaine d'invités, elle l'a ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas un bijou. Il y avait une copie magnifiquement reliée en cuir de mon classeur noir. Sur la couverture, en lettres dorées, était gravée « L'histoire de notre liberté ». Je me suis penchée vers elle et j'ai murmuré, pour qu'elle se l'entende, « Ceci n'est pas une arme contre toi. C'est ton bouclier. Pour qu'il ne puisse plus jamais te mentir, ni te manipuler. » Puis, j'ai parlé plus fort, pour que toute la salle entende. Mon cadeau pour toi, ma sœur, c'est la vérité. Car je crois que c'est le seul fondement solide sur lequel tu pourras construire ton avenir. Chloé a éclaté en sanglots, a serré le livre contre elle et m'a prise dans ses bras pour la première fois depuis des années. J'ai vu mes parents, figés près du buffet, complètement isolés. Tous les regards étaient tournés vers eux, non plus avec admiration, mais avec pitié et mépris. Leur règne était terminé. 6 mois. Il ne s'est écoulé que 6 mois, et pourtant, il me semble qu'une vie entière me sépare de la femme que j'étais à Lyon. Chaque matin, je suis réveillée non pas par un réveil strident, mais par la lumière douce et dorée du soleil de Marseille qui filtre à travers mes rideaux. Je prends mon café sur mon petit balcon, en regardant les ferries glisser sur la mer scintillante et en respirant l'air salin. C'est un rituel simple, mais qui, chaque jour, me rappelle une chose essentielle, je suis libre. La femme de Lyon n'existe plus. Je revois parfois des photos d'elle, et je peine à la reconnaître. Elle était voûtée, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Son sourire était timide, presque une excuse. Elle se faisait discrète, parlait à voix basse, de peur de déranger. La femme que je suis devenue se tient droite. Elle rit fort. Elle occupe l'espace qui lui est dû, sans s'excuser d'exister. Mon nouvel appartement n'est pas grand, mais il est à moi. Chaque meuble, chaque tableau, chaque plante a été choisi par moi, pour moi. Il n'y a plus de compromis, plus de sacrifices silencieux. C'est mon sanctuaire, un lieu rempli de lumière et de sérénité. Ma vie professionnelle est tout aussi transformée. L'entreprise pour laquelle je travaille est dynamique, innovante. L'atmosphère est à la collaboration, pas à la compétition malsaine. Mes compétences, qui étaient considérées par ma famille comme un simple outil pratique, sont ici valorisées, célébrées. On me confie des responsabilités, on écoute mes propositions. La semaine dernière, mon directeur de département m'a annoncé que j'allais prendre la tête d'une nouvelle équipe pour un projet international. Une promotion. 6 mois seulement après mon arrivée. La reconnaissance que j'avais mendiée pendant des années auprès de ma famille m'a été offerte naturellement par des étrangers qui ne jugeaient que mon travail. C'est une leçon puissante. Mais les changements les plus profonds ne sont pas sur mon CV ou mon relevé de compte. Ils sont en moi. J'ai redécouvert le plaisir de vivre, tout simplement. J'ai rejoint un club de randonnée, et chaque week-end, nous partons à l'assaut des magnifiques calanques. Là-haut, face à l'immensité de la mer et du ciel, les problèmes du passé semblent si petits, si insignifiants. Je me suis inscrite à un cours de poterie le mardi soir. Le contact de l'argile sous mes doigts, le processus de transformer une motte de terre informe en quelque chose de beau, même d'imparfait, est une métaphore de ma propre reconstruction. C'est une forme de méditation qui apaise mon âme. Et puis, il y a les rencontres. Je me suis créé un nouveau cercle d'amis. Des gens de tous horizons, qui ne savent rien de mon histoire familiale. Ils me connaissent comme Amélie de Marseille, la fille qui aime la randonnée, qui fait des poteries un peu biscornues et qui a un humour un peu sarcastique. Ils m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur apporter. Et il y a Julien.
Je l'ai rencontré lors d'une randonnée. Il est architecte, passionné par les vieilles pierres et la voile. Notre relation s'est construite lentement, naturellement. Il est gentil, attentif, et surtout, il m'écoute. Quand je lui ai raconté des bribes de mon histoire, il n'a pas jugé. Il a juste pris ma main et m'a dit, « Tu es incroyablement forte. » Avec lui, je n'ai pas besoin de me justifier, je n'ai pas besoin de me battre pour exister. Je peux juste être moi. Mon histoire pourrait s'achever ici, sur cette image de bonheur retrouvé. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, des temps modernes. Mais la vie, et surtout les liens familiaux, sont bien plus complexes. La partie la plus difficile n'est pas toujours de s'échapper. C'est de décider si l'on doit, un jour, laisser la porte entr'ouverte. Je me tenais sur mon balcon, un soir, en regardant le coucher de soleil embraser le ciel. Je me sentais en sécurité. Je me sentais heureuse. Mais je ne savais pas qu'un dernier test, une dernière connexion avec mon passé, était sur le point d'arriver par email. Un email qui allait me forcer à me poser la question la plus difficile de toutes, la reconstruction est-elle possible après la destruction? C'était un mardi soir ordinaire. Je venais de rentrer de mon cours de poterie, une nouvelle création un peu bancale mais pleine de promesses séchant dans un carton. J'ai allumé mon ordinateur portable pour consulter mes emails personnels, une routine de fin de journée. Et c'est là que je l'ai vu. Un nouveau message. L'expéditeur, Chloé Dubois. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Nous ne nous étions pas parlé depuis la fameuse fête de fiançailles, 6 mois plus tôt. J'avais eu quelques nouvelles par l'intermédiaire de mon oncle Franck, des bribes d'informations, elle avait reporté le mariage, elle cherchait un appartement plus petit. Mais je n'avais eu aucun contact direct. Mon premier réflexe a été la peur. Un réflexe pavlovien. Une partie de moi, celle qui avait érigé des forteresses autour de sa nouvelle vie, voulait archiver le message sans même le lire. Le supprimer. Prétendre qu'il n'était jamais arrivé. Mais une autre partie, plus curieuse, plus forte peut-être, a pris le dessus. Qu'est-ce qui pouvait être si important pour qu'elle brise ce long silence? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai cliqué. L'email était long, rédigé avec un soin qui ne lui ressemblait pas. Ce n'était pas une simple excuse. C'était une confession. Amélie, commençait-elle. Je ne sais pas si tu liras ce message. Je comprendrai que tu ne le fasses pas. Mais je dois essayer. Je ne vais pas te demander pardon, car je sais que je ne le mérite pas encore. Je veux juste que tu saches certaines choses. Elle a poursuivi en décrivant sa nouvelle vie, et c'était comme lire le négatif de la mienne. J'ai repris les paiements de l'hypothèque de la maison le mois qui a suivi ton départ. Je pensais que ce serait simple. J'ai un bon salaire, après tout. Mon Dieu, comme j'étais stupide. Elle a détaillé, chiffre par chiffre, ses nouvelles difficultés. Comment elle avait dû renoncer à son leasing pour la Peugeot et acheter une Twingo d'occasion. Comment elle avait découvert le vrai prix de la nourriture en faisant ses propres courses. Comment elle avait dû annuler ses week-ends entre filles et apprendre à cuisiner au lieu de commander à emporter. Papa a eu le culot de me suggérer de t'appeler, écrivait-elle, et j'ai senti une pointe d'ironie amère dans ses mots. Il m'a dit de te demander de m'aider un peu, juste le temps que je me stabilise. Je lui ai ri au nez. Je lui ai dit que j'étais stable depuis des années, mais que je n'avais jamais été indépendante. Et que j'apprenais enfin à l'être. Elle racontait comment, pour la première fois, elle se sentait fière d'elle. Pas pour une promotion ou une nouvelle robe, mais pour avoir réussi à payer une facture d'électricité à temps. C'était une transformation si profonde, si radicale, que j'avais du mal à y croire. Puis, le ton de l'email a changé, devenant plus sombre. J'ai essayé de leur parler. Vraiment. J'ai essayé de faire comprendre à maman la profondeur de ce qu'il t'avait fait subir. Sa seule réponse a été de dire que tu étais ingrate et que tu m'avais monté la tête contre eux. Elle ne voit pas. Elle ne verra jamais. Papa, lui, se contente de changer de sujet. Il veut que tout redevienne normal, comme si la normalité n'avait pas été un mensonge toxique. Je crois que tu avais raison. Ils ne changeront jamais. Cette confirmation était une épine douloureuse mais nécessaire.
Elle a validé ma décision de garder mes distances, mais elle a aussi fait naître en moi une nouvelle forme de tristesse. Pas pour moi, cette fois. Mais pour eux, piégés dans leur propre déni. L'email se terminait par une requête hésitante. Ils parlent de venir te voir à Marseille pour arranger les choses. Je leur ai dit que c'était hors de question sans ton accord. Je ne laisserai plus jamais personne te forcer la main. Mais moi, j'aimerais beaucoup venir te voir. Seule. Il n'y a pas d'urgence. Quand tu seras prête. Si un jour tu es prête. Juste pour parler. Pour apprendre à se connaître. Vraiment. J'ai fermé mon ordinateur. L'appartement, d'habitude si paisible, me semblait soudain rempli d'échos du passé. L'email de Chloé n'était pas un piège. C'était une branche d'olivier. Une branche fragile, tendue au-dessus d'un gouffre de douleur et de ressentiment. La question était, avais-je la force, et l'envie, de la saisir? J'ai laissé l'email de Chloé mariner dans ma boîte de réception pendant 3 jours entiers. 3 jours pendant lesquels mon esprit a été un champ de bataille. Chaque argument en faveur d'une réponse était contré par une peur viscérale. La revoir, n'était-ce pas risquer de rouvrir de vieilles blessures? N'était-ce pas mettre en péril la paix que j'avais si chèrement acquise? Laisser entrer une seule personne de ce passé, n'était-ce pas prendre le risque que toute la toxicité s'infiltre à nouveau? J'ai fait ce que je fais maintenant quand je suis perdue, j'ai marché. J'ai marché des heures le long de la corniche, le vent du large fouettant mon visage. J'ai regardé les vagues s'écraser contre les rochers, inlassablement. Un cycle de destruction et de retrait. Et j'ai compris que ma décision ne devait pas être basée sur la peur. La peur avait dicté ma vie pendant trop longtemps. Ma décision devait être basée sur ce que je voulais construire pour mon avenir. J'ai appelé mon oncle Franck. Je lui ai lu l'email. Il a écouté, puis a dit simplement, elle a l'air sincère. Mais la seule personne qui peut décider si cette sincérité est suffisante, c'est toi. Quoi que tu choisisses, ce sera la bonne décision. J'ai parlé à Julien. Il a pris ma main et a dit, tu as construit des murs pour te protéger, et tu as eu raison. Maintenant, tu es la seule à pouvoir décider si tu veux construire une petite porte dans l'un de ces murs. Et si tu le fais, je serai juste à côté, pour m'assurer que personne d'autre ne tente de la forcer. Leurs paroles m'ont aidé à voir clair. Il ne s'agissait pas de pardonner à tout le monde. Il ne s'agissait pas d'oublier. Il s'agissait de choisir. De choisir activement qui méritait une place dans ma vie. Le vendredi soir, je me suis installée sur mon balcon avec mon ordinateur portable. La ville scintillait en contrebas. J'ai ouvert un nouveau message. Les mots sont venus facilement. Chloé, merci pour ton email. Il fallait beaucoup de courage pour l'écrire. Je suis sincèrement fière de la femme que tu deviens. Je ne suis pas prête à voir papa et maman. Et je ne pense pas que je le serai un jour. Mais toi, oui. J'aimerais beaucoup te montrer mon Marseille au printemps, quand les mimosas seront en fleurs. Amélie. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Un poids s'est envolé de ma poitrine. Ce n'était pas un retour en arrière. C'était un pas en avant, mais sur un chemin différent. Un chemin que je choisissais, avec mes propres règles, mes propres limites. Reconstruire une relation avec ma sœur serait un processus long, peut-être maladroit. Mais pour la première fois, ce serait une relation entre 2 adultes, basée sur une vérité nouvelle et fragile. Quant à mes parents, la porte de ma vie leur reste fermée. Ce n'est pas une décision prise par haine, mais par amour-propre. C'est l'acte ultime de protection envers la femme que je suis devenue. J'ai appris que le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même, pour ne plus porter le fardeau de la colère. Mais la réconciliation, elle, nécessite un changement de la part des 2 parties. Et quand une seule partie a changé, la seule chose saine à faire est de s'éloigner. Aujourd'hui, quand on me demande de parler de ma famille, je souris. Car ma famille est magnifique. Elle a le visage de Diane, mon amie, qui m'envoie des photos de son chat pour me faire rire. Elle a la voix de mon oncle Franck, qui me raconte ses dernières créations artistiques. Elle a les yeux de Julien, qui me regarde comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Elle a les rires de mes amis randonneurs autour d'un feu de camp. J'ai appris que les liens du sang ne font pas une famille.
C'est l'amour, le respect et le soutien qui la créent. La vraie famille, c'est souvent celle que l'on se choisit. Et vous? Avez-vous déjà dû redéfinir ce que le mot « famille » signifiait pour vous? Avez-vous dû prendre des décisions difficiles pour protéger votre paix intérieure? Partagez vos histoires, vos réflexions dans les commentaires. Savoir que l'on n'est pas seul dans ces combats est une force incroyable. Si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, cela m'aide énormément à continuer de partager ces récits. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires de résilience et de reconstruction. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous, car vous le méritez.